Mais c'est au service de sa patrie qu'il est venu sur le rocher de Rockall en 1985. On m'avait proposé l'archipel de Saint Kilda et j'étais en train d'étudier la question. Puis on m'a parlé de Rockall, un rocher au milieu de l'Atlantique que se disputaient plusieurs États. Je me suis dit, si je suis le premier civil à vivre à Rockall, ça fera peut-être avancer les choses. Mais à Londres, on célèbre son exploit. Malgré cet accostage périlleux, le héros n'est pas au bout de ses peines. Car en vertu du droit international, le Royaume-Uni ne pourra annexer ce rocher que si Tom réussit à y passer plus de 21 jours. Quand le bateau a fait demi-tour et m'a laissé là, j'étais content de le voir repartir. L'aventure pouvait commencer. J'étais heureux d'être là avec les rochers et les oiseaux. J'avais accompli quelque chose. J'étais en train d'écrire l'histoire. A patriotic gesture to remind those who may challenge it that Britannia rules these waves. L'enjeu n'est pas tant ce petit monticule de granit perdu au milieu de nulle part, que les abondantes ressources naturelles des alentours. En allant vers l'ouest au départ du Royaume-Uni, on dépasse le rocher de Rockall pour atteindre le plateau du même nom. La superficie de notre pays est de 240 000 km² environ. Le secteur de Hatton Rockall que nous revendiquons représente 163 000 km². Pour annexer les fonds marins adjacents, le Royaume-Uni doit en effet prouver que Rockall est une île, c'est-à-dire qu'il se prête à l'habitation humaine. Mais le petit rocher reste inhospitalier et son occupation par Tom Maclean est contestée. Le gouvernement décide de miser plutôt sur d'autres îles. En revendiquant la propriété de Saint Kilda, la couronne britannique met la main sur plus de 160 000 km². L'archipel a beau être inhabité depuis l'évacuation de ses 36 derniers habitants en 1930, il serait théoriquement possible d'y vivre. Mais pourquoi un tel intérêt? Que gagne-t-on à s'approprier un espace maritime? Au fil des siècles, les océans prennent de l'importance. Avec le développement du commerce international, les flottes marchandes ouvrent de nombreuses voies maritimes. Mais de là à revendiquer ces étendues redoutables, nos ancêtres n'en auraient même pas eu l'idée. Figurée par une plage bleue uniforme, la mer n'était à leurs yeux qu'un obstacle à franchir pour gagner l'autre rive. President of the United States, Harry S. Truman, a man whose influence as far-reaching as any other man on earth. Harry Truman utilise sa position de force pour faire valoir ses prétentions. Cette étendue d'eau est en réalité un territoire maritime, déclare-t-il. Un territoire américain que les États-Unis sont en droit de revendiquer. Il faut dire que l'on vient de découvrir d'immenses réserves de pétrole dans le golfe du Mexique. Elles se trouvent au-delà de la limite des 3000 nautiques délimitant traditionnellement la souveraineté des États côtiers. Or, la superpuissance a besoin de pétrole, car ses propres réserves ne lui suffisent plus. Harry Truman est donc bien décidé à conquérir ces nouveaux espaces. Pour convaincre le reste du monde qu'il est dans son bon droit, Truman avance un argument inspiré des dernières avancées de la science. La notion de plateau continental était au cœur de leur argumentation. Et c'est dans la science qu'ils ont puisé les arguments les plus convaincants pour l'étayer. À mesure que de nouveaux gisements d'hydrocarbures sont découverts dans le sous-sol marin, les États côtiers tentent de s'assurer la mainmise sur ces trésors. Ils plaident ainsi pour de nouvelles normes de droit international fondées sur les mécanismes qui ont modelé la croûte terrestre. Pour compenser les inégalités dues à des phénomènes naturels vieux de plusieurs centaines de millions d'années, la communauté internationale imagine en 1982, à l'occasion d'une grande conférence consacrée aux droits de la mer, la notion de plateau continental juridique. Tout État côtier dispose désormais d'une zone économique exclusive d'une largeur maximale de 200 000 nautiques et d'un plateau continental qui peut s'étendre de 200 à 350 000 nautiques. Ces États finissent par imposer leur point de vue,
comme en témoigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer conclue en 1982 et entrée en vigueur 12 ans plus tard. Conformément à son article 76, un État peut revendiquer au choix un plateau continental juridique et théorique, ou bien son plateau continental géologique bien réel, dans les limites de 350 000 nautiques. Je vais vous expliquer le fonctionnement de l'article 76 de la Convention sur le droit de la mer. Il repose sur la notion de prolongement naturel du territoire terrestre. La masse terrestre est là, et elle s'enfonce dans l'eau, comme ça. Tout se joue au pied de ce décrochement appelé talus continental. C'est à partir de ce point qu'est déterminée la limite extérieure du plateau continental. L'État concerné a le choix. Il peut placer la ligne de démarcation à 60 000 nautiques du talus, c'est-à-dire à 111 km vers les grands fonds. Mais il existe une autre méthode de calcul, peut-être plus avantageuse. Le plancher océanique est couvert de sédiments. Puisque ces derniers ont été transportés par l'eau depuis le continent, ils peuvent être soumis à la juridiction de l'État. On estime alors que le plateau continental s'étend jusqu'à l'endroit où la couche de sédiments atteint 1/100 de la distance entre le pied du talus continental et le point considéré. Le tout dans la limite de 350 000 nautiques. C'est un peu compliqué, mais je vais vous donner un exemple. Disons qu'à cet endroit, nous sommes à 200 km du pied du talus. Cette distance-là est égale à 200 km. Si la couche de sédiments fait 2 km ici, ça représente 1% de cette distance. Le plateau continental se termine donc ici. Un État côtier qui peut démontrer ses caractéristiques géologiques va invoquer cette limite extérieure du plateau continental plutôt que celle-là. Dans l'océan Arctique, 5 États riverains tentent actuellement d'étendre leur juridiction aussi loin que possible en direction du pôle Nord. Le Danemark, le Canada, les États-Unis, la Norvège et la Russie. Plus de 10% des réserves de pétrole mondiales sommeilleraient sous ces eaux. Michael Lodge est juriste. Il travaille pour l'Autorité internationale des fonds marins, l'ISA. Cette organisation administre les fonds marins qui ne relèvent pas des États et sont traités en tant que tels comme patrimoine commun de l'humanité, selon la formule officielle. Car en théorie, les océans doivent appartenir à tous. La notion de patrimoine commun de l'humanité recouvre différentes idées fondamentales. D'abord, il s'agit de zones sur lesquelles aucun État ne peut revendiquer la souveraineté. Et ensuite, elles doivent être administrées au bénéfice de l'humanité tout entière. L'Autorité internationale des fonds marins a pour mission de veiller au partage équitable des ressources qui ne se trouvent pas sous la juridiction d'un État. Lorsqu'une entité publique ou privée réalise des bénéfices dans la zone internationale des fonds marins, en exploitant les ressources minérales qui s'y trouvent, les États moins favorisés ou non côtiers doivent en retirer quelque chose. Les pays membres ont défini des normes strictes d'un point de vue environnemental pour encadrer l'exploitation minière des grands fonds, dont les répercussions sur l'écosystème marin sont encore mal connues. Cependant, l'ISA est loin de pouvoir imposer tout ce qu'elle souhaite. Actuellement, nous sommes une quarantaine pour administrer environ 58% des fonds marins de la planète. Les océans recouvrent environ 360 millions de kilomètres carrés, soit près des 3/4 de la planète. Plus de 40% de leur surface relève d'un plateau continental juridique. 10% environ sont concernés par une demande d'extension du plateau continental. On estime que les États côtiers finiront au total par exercer leur juridiction sur pas moins de 57% des fonds marins. Le droit de la mer aura ainsi provoqué la plus vaste attribution de territoire de toute l'histoire. Les estimations quant à la valeur des ressources des fonds marins sont sujettes à caution. Mais si le chiffre de 12 000 billions de dollars s'avère juste,
Il équivaudrait à un joli chèque d'1,5 million de dollars environ pour chaque habitant de la planète. Dans cette grande opération d'annexion de territoires marins, la France se montre elle aussi très active, avec une carte maîtresse, son passé colonial. Oui, ça a été une surprise de découvrir qu'on pouvait peut-être obtenir plus que ce qui était prévu au départ. Et le gouvernement, quand il a commencé à réfléchir en 2002 à cette question, très rapidement, on a fait la liste. On s'est réunis, c'était au cabinet du Premier ministre, et on a fait la liste des territoires où nous allions demander des extensions. Voilà. En raison de son histoire, la France possède des îles dans la quasi-totalité des océans. Elle peut donc à présent revendiquer de nouveaux espaces marins un peu partout dans le monde. 7 demandes françaises concernant une douzaine de zones ont déjà été déposées auprès de la Commission des limites du plateau continental. Guyane française et des Antilles, plusieurs zones dans l'océan Indien, autour de l'île de la Réunion et des îles des Kerguelen, Crozet et Saint-Paul et Amsterdam. Et les autres zones outre-mer concernées sont évidemment dans le Pacifique, avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna. La dernière zone qui a donné lieu pour l'instant au dernier dossier déposé, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon en Atlantique. En tout, la France pourrait à terme revendiquer des territoires représentant quelques 12 millions de kilomètres carrés, soit plus de 20 fois la superficie de l'Hexagone. Elle posséderait ainsi le deuxième domaine maritime au monde, d'une surface presque égale à celle de l'Arctique. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la France toute seule qui a fait cela. C'est parce que le droit international permet à un État de pouvoir aller jusqu'à 200 000 nautiques. Parce que chaque île peut développer sa propre zone économique. Chaque île. Alors, si vous prenez la Polynésie française dans le Pacifique, à elle seule, la Polynésie française apporte à la France près de 4 millions de kilomètres carrés. Dans ce grand monopoly des mers, les îles sont un atout majeur. Le moindre îlot rocheux peut rapporter une zone de souveraineté équivalente aux 2/3 du territoire français. Les archipels sont encore plus intéressants, car la ligne de base à partir de laquelle est calculée la limite des 200 000 nautiques fait le tour du groupe d'îles. En mer de Chine méridionale, pas moins de 7 pays se disputent un gisement de pétrole estimé à 100 milliards de dollars. Aucune région du monde n'est épargnée. Sachant que 53% des limites maritimes situées dans les zones économiques exclusives restent encore à trancher, on voit éclater toutes sortes de différends portant principalement sur l'exploitation des ressources en mer. En général, une côte se présente comme ça. Disons qu'on a une frontière terrestre entre un pays A, ici, et un pays B, là. Dans les années 1970, la prospection pétrolière et gazière au sol a commencé à céder la place à l'exploitation en mer. Ils ont alors négocié une délimitation provisoire qui permettait aux deux pays d'attribuer des licences pour l'extraction des hydrocarbures en offshore. Mais imaginons qu'un gisement important ait été découvert entre-temps à la frontière des deux zones. Le pays B déclare soudain qu'il veut sa part du gâteau. Il va vouloir redéfinir la ligne de démarcation, puisque la ligne de partage initiale
n'était pas une frontière en bonne et due forme au vu des critères d'aujourd'hui. Regardez bien ce petit morceau-là. Il fait toute la différence. 100 mètres de plus ou de moins, c'est peut-être plusieurs millions de dollars. D'âpres conflits opposent ainsi des États côtiers dans le monde entier, car personne ne veut se sentir lésé. Tandis que les gouvernements négocient de nouvelles frontières pour se répartir les richesses, de puissants groupes industriels explorent déjà les fonds marins, avec des conséquences difficiles à prédire. Cette situation est le fruit d'une révolution passée pour ainsi dire inaperçue, qui a conduit la communauté internationale à découper l'océan comme un vulgaire lopin de terre. En la matière, la notion de patrimoine commun de l'humanité n'est plus qu'une coquille vide. Il faut bien comprendre que les océans sont notre avenir. Nous avons donc besoin d'une méthode pour décider qui est responsable de quoi, où et quand. Ce n'est peut-être pas la solution idéale, mais c'est celle qui a été mise en place par la Convention. Plus encore que les continents, les mers du globe forment un écosystème cohérent, un continuum. Toute intervention humaine peut y avoir des conséquences non négligeables. Les États doivent encore prouver qu'ils sont capables de se comporter de façon responsable sur leur nouveau territoire.